bonsoir à tous. Vous nous rejoignez dans le talk sur Live TV, la télé sans filtre. Vous faites bien, on aime vous savoir nombreux à discuter des sujets sur ce plateau avec nous et depuis chez vous, donc via le direct partagé sur tous les différents réseaux de Live TV, la télé sans filtre. Nous allons par moments prendre plaisir à partager certaines de vos interventions par écrit, bien sûr, dans cette émission. Merci de nous regarder. C'est le talk de ce soir qui commence. Restez en place. À tout de suite. On est heureux de se retrouver encore une fois de plus sur ce plateau du talk sur Live TV, la télé sans filtre avec l'équipe et Isabelle qu'on retrouve. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Eric, bonsoir à la team et bonsoir chez vous. Je n'ose pas demander où est-ce que tu étais hier, mais bon, on est heureux que tu sois de retour. Merci d'être là. Et puis ton voisin de droite, il s'appelle Barry Abdulrahman. Bonsoir Eric, bonsoir à ma team et bonsoir chez vous. Herman Aboua. Bonsoir Eric. Bonsoir. Bonsoir chers téléspectateurs. J'aime bien la couleur du costume. Merci, j'apprécie le tien aussi. D'accord. Il y en a qui ont commencé à faire la cour à Herman pour l'habiller pendant ses vacances sur Live TV. Hein, voilà. Et ça, on est content. On est content. Il avait décroché un peu, perdu le style depuis qu'il avait laissé la caméra. Mais bon, ça vient un peu. Désiré de Néo. Bonsoir Eric, bonsoir la team et puis bonsoir aux téléspectateurs. Très bien. On va discuter encore des sujets d'actualité. Et puis le premier sujet se trouve dans cette première rubrique. Ça fait l'actu. Restez avec nous. Aujourd'hui même, l'ex-président Laurent Gbagbo a tenu pendant plus de 2h30 donc, un point de presse, une conférence de presse devant des journalistes, bien sûr. Les élections sont pour 2025. Pour encadrer les choses, donc, il n'est pas sur la liste électorale. Il fait cette conférence de presse à quelques jours seulement donc, des élections couplées, le 2 septembre, bien sûr. Quelle lecture faites-vous de cette sortie, de cette conférence de presse désirée? On va y aller, donc sur la forme déjà. Sur la forme ouais. Ah oui, ce fut un bel échange, quand même, pratiquement 3 heures avec la presse, en B2B, questions libres, enfin, et on va dire, enfin, il y avait une certaine interaction, hein. Ce n'était pas des questions qu'il prenait et après il réfléchissait, c'était vraiment direct. Et c'est bien. Genre rien de préparé vraiment donc, dans les, non, pas que ce soit rien de préparé, mais c'est un Laurent Gbagbo qu'on connaît, tribun, qui aime en fait le discours des foules, un discours qui n'est pas toujours préparé, aussi naturel en fait que ce soit. D'accord. Herman? Mais dans la forme, le format utilisé, qui est un échange avec différentes thématiques, avec des échanges vraiment qui sont francs, qui a permis un cas d'échange fluide et de bon air. L'on peut cependant déplorer le fait que dès l'entame, son chef de cabinet qui plantait le contexte, a précisé que c'était selon les thématiques, en suivant les thématiques et en dehors de ces thématiques-là, on n'allait pas retenir certaines questions. Bon, je pense que le président Laurent Gbagbo, je dis que c'est sa première rencontre avec la presse depuis le 17 juin 2021, donc 2 ans et un peu plus après. Quand il vient, il ne doit pas avoir de questions taboues. Je me posais peut-être la question s'il y avait des sujets qui auraient pu agacer le chef de l'État pour qu'on circonscrive, l'ancien chef de l'État, pour qu'on circonscrive cette thématique, sa conférence de presse dans cette thématique-là. Très bien. Ils ont établi un plan donc, pour cette conférence de presse. Ils ont voulu que les journalistes présents s'en tiennent à ce plan. Isabelle Vauvor. Alors, toujours sur la forme, hein, je commence par rigoler parce que ça me fait rire. Parce que moi, j'ai retrouvé en fait un ex-président de la République de 78 ans, fatigué, qui peinait en fait à finir ses mots. J'ai retrouvé un ex-président de la République vraiment en plein one-man show, voilà, comme on le connaît. Il s'exprime en fait dans un contexte où on est en pleine période électorale, sans doute peut-être pour galvaniser en tout cas ces candidats qui sont sur le terrain, et aussi parce qu'il a fait aussi référence dans son discours au PDCI, sans vouloir rentrer dans le fond. Hein. Ouais. Après, bon, c'est 3 heures de one-man show où il était assis, presque 3 heures où il était assis. Voilà, que dire encore d'autre sur la forme, mis à part les thématiques qui étaient déjà prédéfinies. J'ai plus envie de commenter le fond, mais je sais déjà qu'à travers ce que je viens de dire, il y a beaucoup qui vont se dire « oui, elle est partisane, elle mange au restaurant », mais moi, j'ai juste envie de vous répondre, bah, c'est vous qui vous faites rouler dans la farine parce que vous aimez un boulanger. Voilà, tout simplement.
Oh. Après, tout de suite, la lourde artillerie qui sort, là, les grands mots. Non, mais c'est vrai. On est bien dans la même mouvance, hein, parce que dans ces discours, enfin, en tout cas dans ce qu'on a eu à voir aujourd'hui, il y a eu beaucoup de sous-entendus. Donc, ce sont des sous-entendus également que je fais sur ce plateau. Merci. Barry, ton point sur la forme. Bon, la forme, je dirais que c'est du Laurent Gbagbo, comme on en a l'habitude, c'est un tribun. C'est quelqu'un qui aime, dans ses speeches, dans ses conférences de presse, aller avec l'humour, souvent pour détendre l'atmosphère. Mais tout en ramenant tout sur lui, en fait. Parce que quand vous verrez les détails, il y a un certain nombre de choses qu'il a dites. C'est ce qui fait le charme de l'homme politique Laurent Gbagbo, je veux dire. Après, moi, je voudrais revenir sur quelque chose, en fait. Est-ce que, je ne sais pas si on a vu la même interview avec Isabelle, mais ce n'est pas quelqu'un qui peine, en fait, à trouver ses mots. Et encore, je pense qu'il y a aussi ce mérite-là à Gbagbo, hein, c'est l'un des hommes politiques quand même, à pouvoir s'adresser en fait aux populations, parce qu'on le voit hein, sur la scène politique, que ce soit Ouattara, que ce soit Feu Henri Konan Bédié, très peu, hein, c'était des discours préparés, on vient, on finit, on le dit, point. Et c'est un bel exercice quand même de démocratie, de voir quand même un leader politique de sa trempe venir en fait s'offrir quand même aux journalistes, entre guillemets, se faire cuisiner avec toutes sortes de questions. Je suis d'accord que ce soit un bel exercice de démocratie. 78 ans, c'est bien quand même. Je voudrais continuer à vous donner la parole. 78 ans, qu'est-ce qu'on aurait voulu qu'il soit debout quand même? 78 ans, 3 ans. C'est un bel exercice. Non, mais on commente. Je ne sais pas pourquoi on veut commenter en fait mon avis. On m'a demandé mon avis, je l'ai donné. Après, c'est un bel exercice de démocratie, effectivement, parce que dans une démocratie, toute opposition a le droit de s'exprimer librement. Donc, non, mais ce qu'on est en train de dire, c'est que on dit que toute opposition a le droit de s'exprimer. Maintenant, après, si on peut rentrer c'est qu'on a vu quand même depuis 10 ans, enfin 10 ans, 13 ans, depuis 2011, c'était vraiment, on n'avait pas cet exercice-là, en fait. On ne voyait pas ça comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose à saluer parce qu'on se rend compte qu'il commence à avoir un dynamisme, en fait, au niveau de la vie politique en Côte d'Ivoire. Bon, moi, heureusement que les dames se sont tues un peu. Je préfère... Et qu'est-ce que ça signifie? Contrairement à Isabelle, je n'ai pas perçu quelqu'un qui est fatigué. Il est resté tout de même lui-même. Il est revenu avec précision. On a vu qu'il avait une forte mémoire, contrairement à ce que certains pensaient. Avec des dates précises, il donnait il faisait même des citations avec des noms de personnes. Il est resté lui-même. Son humour, le débonnaire, c'est resté. C'est vrai qu'en même temps, avec le poids de l'âge, on ne va pas s'attendre à ce qu'il ait une locution comme la nôtre. Donc, je pense que à ce niveau-là, il est beaucoup plus frais qu'il y a certains à un certain moment donné. Je ne voudrais pas qu'on spécule sur ça. On peut revenir après sur le fond et puis... De toute façon, on va y aller maintenant. Sur le fond, beaucoup de choses ont été dites. Hein, donc, entre autres, je cite, « Je ne suis plus en envie d'être président, mais si je le suis, c'est que mes camarades l'ont demandé. Il y a ce morceau choisi, mais il y a d'autres morceaux. Qu'est-ce que vous avez retenu et quels commentaires nous allons en faire, Barry? Quel est le point que tu as retenu donc, de ce... Bon, moi j'ai retenu comme premier point là où le président Gbagbo dit que son rôle, ce n'est ni d'organiser la gauche ou encore l'opposition, mais son objectif, c'est d'être président de la République, c'est-à-dire de ramener son parti au pouvoir d'État. Bon, je comprends bien, ça c'est la stratégie, la posture de l'homme politique, mais je me dis que quand un autre pilier de l'opposition ivoirienne, à savoir son Excellence Feu Aimé Henri Konan Bédié, vient de rendre l'âme, la personnalité idéale qui est censée fédérer toute l'opposition comment dirais-je, en Côte d'Ivoire, c'est naturellement Laurent Gbagbo. Mais si lui-même le dit déjà, ce n'est pas à lui d'organiser l'opposition, c'est précis et c'est concis. Il veut être président de la République, mais est-ce qu'il peut être président, son parti peut gagner les élections sans rassembler la gauche ou sans rassembler l'opposition? C'est le terrain qui le dira. Et dans un deuxième volet, ce que je retiens de ce que Laurent Gbagbo a dit devant la presse, c'est ce qui concerne sa position sur le Niger. Là, je trouve un Laurent Gbagbo qui dit que pour lui, le coup d'État, il est déjà acté. C'est en contradiction avec tout ce qu'il a été par le passé. C'est quelqu'un qui se réclame démocrate, qui a toujours condamné les coups d'État. Mais en aucun moment, je n'ai vu une condamnation quelconque de ce coup d'État-là. Est-ce qu'on a regardé je termine. Qu'il termine, vous allez rebondir. Il dit que les coups d'État font partie de nos agendas politiques. Ça veut tout dire.
Donc, Moi, malheureusement, ça fait partie de nos agendas politiques parce qu'il faut pouvoir arrêter. Ce que Laurent Gbagbo a dit, que tu as refusé de peut-être le percevoir, c'est qu'il a simplement dit que les coups d'État ne sont pas nouveaux. C'est quelque chose qui est dans les agendas, dans l'Afrique, dans la sous-région ici. Et à ce niveau-là, il a seulement précisé que... Il a condamné. Il a déjà condamné, son parti politique avait déjà condamné. Il a condamné. Il a même réaffirmé, il a condamné. Mais il dit que l'intervention militaire, il reste opposé à l'intervention militaire. Et il a donné les raisons. Il a dit qu'il précisait qu'en ce moment-là, ce qui l'importait, c'était, qu'on appelle la sécurité du chef de l'État. Donc je veux dire qu'il ne faudrait pas que les vats en guerre dans la question des coups d'État, il faudrait qu'on s'éloigne un peu de ce spectre-là. On va peut-être revenir là-dessus. Moi, je vais revenir sur ce qui m'a marqué. Moi, je veux bien, parce que je peux revenir parce que je pense que... Est-ce qu'on peut revenir sur le fond, s'il vous plaît, et évoluer sur chaque... Voilà. Moi, je voulais regarder, il a dit une chose qui est vraie, concernant la répartition inégale des sièges municipaux. Il a dit qu'au niveau des les résultats des municipales ne reflèteront pas une assise quelconque des partis politiques. Et ça, c'est vrai, parce que je prends par exemple l'exemple de l'AME, du département d'Alépé. Il y a seulement que 6 villages qui sont communalisés. C'est-à-dire sur les peut-être une vingtaine de villages qu'on a dans le département d'Alépé, 54 villages qu'on a dans le département d'Alépé, il n'y a seulement que 6 villages qui sont communalisés. Ça veut dire que tu peux être le maire d'Alépé, mais en réalité, tu n'es pas le maire de tout le département d'Alépé. Donc, les élections, et ça, il a bien fait de le préciser. Par contre, où je ne suis pas forcément d'accord avec le chef de l'État, c'est ce qu'il a dit, l'ancien chef de l'État. Bon, il reste quand même un ancien chef de l'État. Bon, il dit par exemple que la fraude, il est revenu sur la fraude, malgré la fraude, il faut qu'ils aillent aux élections. On a vu ici pendant 10 ans, son parti politique, prétextant cette fraude-là, cette non-transparence dans le processus électoral, a refusé de présenter un candidat. Est-ce à dire que parce que le président Laurent Gbagbo est revenu, leur leader charismatique est revenu, ils sont maintenant prêts à aller à toutes les échéances, ou bien sans Laurent Gbagbo, ils ne pouvaient pas aller quelque part. Ça, c'est une question qu'on peut lui poser parce qu'il revient aujourd'hui, là, il n'a pas peur forcément de la fraude électorale. Il demande à ce que son parti parte à toutes les échéances, malgré la fraude, que c'est comme ça qu'ils avaient construit leur démarche depuis le début de leur On va rappeler ce qu'il a dit précisément, qu'il y ait fraude ou pas. Peu importe qu'il y ait fraude ou pas, son parti ne fera plus la politique de la chaise vide et participant donc tout de même aux élections. Oui, mais en 2012, en 2015, en 2018, tout cela, il y avait même le parti politique qu'il avait avant, par prétexte de la fraude pour ne pas aller aux élections. Isabelle. Non, s'il te plaît, je désigne Isabelle. Laisse-lui la... Non, allez-y, c'est bon. En fait, je voulais juste préciser l'une des phrases qu'il a dites. Il a dit, et je cite, « Il est mieux d'aller aux élections avec les fraudes que de ne pas du tout y aller. » Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il affirme déjà que pour les élections en Côte d'Ivoire, il y a toujours fraude. Ça, c'est mon commentaire personnel. Après, en fait, la question qui lui avait été posée concernant cela, il a dit que son parti avait quand même fait des réclamations auprès de la CEI concernant des fraudes et que cela n'avait pas été pris en compte. Cela dit, il allait quand même en fait compétir parce qu'il ne fallait pas faire la chaise vide. Moi, déjà, à l'entame de son propos, M. Gbagbo dit « mon épouse Nadi Bamba ». Bon, ce n'est pas son épouse, c'est sa compagne. Et je pense qu'à un moment donné, il faut que... Ce n'est pas son épouse, ils ne sont pas mariés devant la loi. Il faut respecter l'institution qu'est le mariage, M. Barry. Est-ce que c'est officiel? Est-ce que tu as aujourd'hui l'information? Il faut respecter l'institution qu'est le mariage. Non, il faut respecter l'institution qu'est le mariage parce qu'on est dans un pays, des gens qui ont été chefs de l'État. Il faut respecter en fait l'image qu'est la famille. Ça, c'est une parenthèse. Il a, dans son discours, soulevé, par exemple, la question, comment on dit ça, justement concernant le Niger. La position par rapport à la CEDEAO, c'est une position de Laurent Gbagbo qui ne change pas depuis, depuis le moment où il était président jusqu'à maintenant. Il se questionne sur l'effectivité de la CEDEAO parce qu'il a aussi souligné le fait que... en 2002, quand il a subi une tentative de coup d'État, il avait demandé à la CEDEAO d'intervenir, il y a eu silence radio. Et pourquoi aujourd'hui... Il y a une mission de la CEDEAO. Et pourquoi aujourd'hui d'intervenir militairement? Monsieur Barry, est-ce que vous pouvez me laisser aller au bout de mon propos? Je sais que vous êtes très excité quand on parle de CEDEAO. Et du coup, il a souligné que, comment dire en fait,
qu'aujourd'hui des chefs d'État s'excitent, alors qu'on a des chefs d'État qui ont fait 3 mandats, 4 mandats au sein de la CEDEAO qui demandent en fait d'aller rétablir en fait Bazoum. Est-ce qu'ils sont légitimes pour parler de coup d'État? Il y a aussi ça en fait qui était aussi intéressant parce qu'il a fait une analyse quand même concernant le Niger. Quand on dit qu'il n'a pas condamné le coup d'État, il a condamné le coup d'État, il a condamné les coups d'État militaires et les coups d'État civils, M. Barry. Je ne sais pas si coup d'État civil, ça existe, les coups d'État, en fait, dits civils, entre guillemets, des personnes qui ne respectent pas la Constitution, par exemple. On peut parler de coups d'État civils. Ce qu'elle dit là, c'est erroné, en fait. En Qu'est-ce qui est 2002, À quel point? Laurent Gbagbo a demandé l'appui de la CEDEAO. Avant que l'opération Licorne ne soit une opération des Nations Unies, il y avait déjà des soldats béninois, togolais qui sont venus ici jouer le rôle des casques blancs. C'est après cette mission-là, combinée à la force Licorne, qu'on a créé l'ONUCI, l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Donc quand elle dit que la CEDEAO n'est pas intervenue en Côte d'Ivoire, ce n'est pas vrai. On ne parle pas de force d'interposition, on fait le il y a parallèle une avec force le de la contexte CEDEAO, oui nigérien. ou On non? est tous contemporains de l'histoire de la Côte d'Ivoire, monsieur Est-ce qu'il y a eu on la est force de la contemporains de CEDEAO l'histoire en de la Côte Côte d'Ivoire, d'Ivoire. oui ou On non? est contemporains de l'histoire de la Quand Côte vous parlez comme ça, d'Ivoire. personne ne vous entend à l'antenne. Est-ce que vous êtes au courant de Je ça? l'ai laissé terminer, qu'elle me laisse... Mais Barry, sur la question, moi je pense que Barry... Est-ce qu'on peut évoluer dans le Barry, débat? tu es quand Est-ce même- qu'il y a Désolé. eu une force de la CEDEAO en Côte Non, d'Ivoire non. en 2002, oui ou non? C'est ce dont il est question. La force d'interposition est différente d'une force Est-ce d'intervention que tu as le militaire. courrier officiel où le président Laurent Gbagbo avait demandé à la CEDEAO d'intervenir comme force d'action militaire sur le terrain? Tu n'en as pas. Il a fait une demande. La CEDEAO a appliqué la demande en envoyant une force d'interposition. C'est ce qui avait été demandé par l'État de Côte d'Ivoire. Je suis L'État de Côte désolé. d'Ivoire a demandé une force d'interposition. Tu as le courrier qui dit que l'État de Côte Mais d'Ivoire... la preuve, c'est cette force d'interposition qui est Écoutez, venue. Je peux C'est dire sur quelque la venu. Je peux dire quelque Laissez-moi chose. vous interroger avant de prendre la parole, s'il vous plaît. Ça part dans tous Si les on sens, doit, c'est pas intéressant. ouais, mais en même temps, Ok. si ils réagissent, qu'on a envie de réagir sur Faut certaines... laisser la chute, faut laisser chuter quand même, parce que quand on parlait tous ensemble, on vous entend pas à l'antenne. On est d'accord avec ça. déjà. on peut y aller. On peut y aller maintenant. Moi, je veux d'abord rapidement à Désiré. Aujourd'hui, on sait que concernant le statut matrimonial de Laurent Gbagbo, on sait qu'il a divorcé avec son ancienne épouse, Simone Yves Gbagbo. Mais on ne sait pas aujourd'hui son statut, s'il est marié ou pas. Parce qu'on peut aujourd'hui là être à la maison et puis par dérogation se marier. S'il a dit son épouse, va peut-être lui demander s'il est vraiment marié ou pas. Parce que je pense qu'il sait faire la différence entre compagne et épouse. Mais ce n'est pas la première fois qu'on nous sort on va ça, pas même faire- on bien va pas avant faire que le débat son là-dessus. divorce C'était soit juste une précision prononcé. pour que C'est tu pas un puisses débat, poursuivre on peut ton enquête sur la progresser. question. Si, si. Mais pour revenir à la question du Niger, sur les propos, au Niger, il ne faudrait pas qu'on sorte du présent sujet. Le sujet nous demande de décortiquer le discours de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, il dit simplement qu'il n'est pas d'accord avec l'intervention militaire au Niger. Et il donne ses raisons. Parce que ça n'a jamais rien produit. S'il avait appelé à la CEDEAO en son temps, comme tu le rappelles, aujourd'hui, il constate que, puisqu'il a fait l'expérience de ça, amer de cela, il ne demande plus à ce que la CEDEAO intervienne dans un coup d'État qui a lieu quelque part, qui vient d'être perpétré quelque part. Parce qu'il est passé par là. On ne va pas revenir, comme il a dit là, on est contemporain de notre histoire. Parce qu'on est tous, quand même, on a vécu tout cela. Continuons. Laurent Gbagbo, aujourd'hui, il est venu faire... il reprend sa place. À l'absence, c'est la question de son absence sur la liste électorale. C'est là que je voulais chuter. Rapidement sur la question de son absence sur la liste électorale. Aujourd'hui, il dit par exemple que sur la liste électorale, il n'est pas un voleur, il n'est pas un braqueur. Donc lui, après les élections-là, il laisse son parti aller aux élections. Après ces élections-là, il va venir mener la lutte avec ses camarades pour chercher à faire en sorte qu'on le réinscrive sur la liste électorale. Et j'estime que c'est un combat qui peut mener, s'il estime que, puisqu'il est parti à la CPI, aujourd'hui la CPI l'a quitté totalement. Après, on peut faire encore le procès dans un contexte politique et puis revenir sur les verdicts. Sur Isabelle, pardon, s'il te plaît, Isabelle Vauvant. Désiré avait fermé la parenthèse, je vais la réouvrir sur le mariage. En fait, voici quelqu'un qui a été le tout premier des Ivoiriens, parce que président de la République de Côte d'Ivoire, et qui, du revers de la main, a balayé en fait l'article 456 du Code pénal comment dirais-je, qui condamne en fait l'adultère. Donc aujourd'hui, qu'on parle en fait du fait qu'il ne respecte pas les codes du mariage, ça il l'a toujours fait. Je referme ta parenthèse, Désiré. Ensuite, pour en venir à ce que Herman disait tout à l'heure, quand il dit que le président Laurent Gbagbo n'a pas braqué, il dit qu'il n'est pas un voleur, etc. Mais il y a quand même une justice dans ce pays. Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison pour le braquage, en fait,
de la BCEAO. Donc je ne vois pas en fait pourquoi on va venir aujourd'hui ressortir le fait que non, il n'est pas un braqueur. Il y a une décision de justice qui a été rendue. C'est ce pourquoi il a été déchu de ses droits civiques. C'est ce pourquoi il a été radié de la liste électorale. Si tu suis la justice, tu sais au moins... Herman, tu as parlé... Mais tu sais au moins... Si elle dit des choses incongrues, il faut que vraiment qu'on arrête. Tu as parlé, je t'ai écouté. Vas-y. Voilà. Et si tu veux, je peux même renchérir. Et je vais citer son avocat, l'avocat de la défense en mars 2016, qui disait... Ça a été fait pour des raisons d'État et les raisons d'État ne se justifient pas. Donc ça confirme effectivement qu'il a fait, qu'il y a eu donc braquage et voilà. Donc je passe dessus. Maintenant pour mon point sur le fond, moi j'ai trouvé vraiment des discours qui étaient très démagogues. Voilà, très démagogues, des discours en fait qui plaisent aux foules, etc., qui haranguent les foules. Il a dit des mots qui sont très forts et qui franchement, je pense que pour un chef d'État de sa trempe, il devrait en tout cas raison garder, je dirais, et faire preuve de beaucoup de sagesse. Il parle de ses pairs qui ont eu à faire des tripatouillages de la Constitution. Il les traite de menteurs. Il accuse implicitement la France d'avoir sa main dans cette affaire de CEDEAO et j'en passe. Il dit même qu'il a rigolé quand le président Alassane Ouattara a parlé de bataillon, d'envoyer donc le bataillon au Niger, à la CEDEAO, pour qu'on puisse faire cette force en attente africaine pour intervenir au Niger. Il dit qu'il a rigolé. Donc, il commence déjà à minimiser les propos du président Alassane Ouattara pour finalement lui donner raison en disant, tout simplement, s'il y a 15 pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest et que chacun envoie un bataillon, finalement, cette armée-là peut effectivement faire le travail. Et il fait même une pique que j'ai trouvée totalement déplacée quand on sait qu'on sort, en fait, on a tous dit ici qu'on était contemporains de notre histoire, une pique vraiment que j'ai trouvée totalement déplacée avec cette affaire d'ivoirité. Il dit, tu ne peux pas occuper un quartier de Bobo Dioulasso avec ça, en faisant référence donc au bataillon. J'ai trouvé ça totalement déplacé. Vraiment, pour un président de sa trempe, je trouve que c'est dommage. Oui, moi je voudrais... Je n'ai pas encore terminé, mais je vais revenir encore sur certains propos, mais je laisse les autres sur les propos de Laurent Gbagbo, en fait, il a parlé, il a évoqué quand même un sujet qui est assez important, notamment la question des prisonniers dits politiques, des anciens militaires. Il a cité entre autres Jean-Noël Abbaye, Seka, Dogbo Blé et j'en passe. Je pense que c'est une question qui est importante à un moment donné. Ça fait quand même, depuis 2011 jusqu'à maintenant, ça fait 12 ans que la crise a pris fin. Il faut, au nom de la réconciliation nationale, au nom de la justice transitionnelle, pouvoir libérer ces personnes et passer à autre chose. Surtout que ça fait quand même longtemps qu'on demande leur libération. Laurent Gbagbo est libéré, Charles Blé Goudé est libéré. Il faut quand même aussi pouvoir libérer ces personnes au nom du principe de la justice transitionnelle. À côté de cela, en fait, on dit que, oui, enfin, Isabelle dit qu'il a... Après, il est dans son rôle d'opposant, de devoir, en fait, lancer des pics. Il a dit que cette force-là ne peut même pas, en fait, remplir Bobo Dioulasso. Ça n'a rien, en fait, de xénophobe. Et ça n'a rien, en fait, d'ivoirité. Je ne vois pas, en fait, pourquoi, en fait, vouloir faire ressortir cela. Eric, rapidement. Bon. On peut Barry. En fait, moi, je voulais un peu rebondir sur la question des prisonniers politiques. Là, je suis d'accord avec Désiré. À un moment donné, il faut essayer d'évacuer tout ce qui reste de la crise politique pour passer à autre chose. Mais là où je m'interrogeais un peu, c'est le cas du commandant Jean-Noël Abbaye et de l'amiral Vagba Fossigno. Je pense que j'ai vu leur nom sur la liste, mais le président de la République avait pris, comment dirais-je, un décret à l'époque où il a gracié le président Laurent Gbagbo. Il avait accordé la liberté conditionnelle au commandant Abbaye et à l'amiral Vagba Fossigno. Je ne sais pas si ça a été exécuté ou pas, mais je pense que le décret a été pris. Est-ce que ça a été exécuté? Je n'ai pas les preuves. C'est pourquoi je dis que je nuance sur ce coup-là. Maintenant, revenant à comment dirais-je, au président et toujours à son intervention au Niger, il reconnaît qu'il a des relations intimes avec le président Bazoum, parce qu'ils sont tous de l'international socialiste, ça au moins c'est clair. Mais là où je m'interroge, c'est lorsqu'il me dit que le coup d'État est déjà acté, alors que, en tant qu'ancien président de la République, je pense qu'il y a des institutions qui sont chargées de gérer les mécanismes de conflit. En Afrique, c'est la CEDEAO, c'est l'Union africaine. J'aurais préféré qu'il s'aligne sur la position officielle de ces institutions-là. Mais libre à lui de le faire. C'est un avis personnel. C'est un avis. Mais pour moi, en tant qu'ancien président de la République,
on est censé incarner l'institution, mais on est aussi censé avoir un droit de réserve sur certaines questions qui sont d'ordre sécuritaire, diplomatique et politique. D'accord. Herman, vous voulez réagir? Oui, c'était plutôt à Isabelle. Isabelle, tout à l'heure, parlait de Laurent Gbagbo qui est condamné, enfin, comme si on ne respectait pas la justice. Je voudrais qu'on soit sincère. Il faudrait faire la nuance. Je ne veux même pas critiquer le processus, enfin les procédures judiciaires dans certains contextes, mais lorsqu'on est dans un procès, en phase d'un procès, dans un contexte politique, je pense qu'il faut pouvoir nuancer. Parce qu'aujourd'hui, là, si on lui pose la question sur les cas de viol, sur les cas de braquage, je ne crois pas qu'elle puisse se lever un seul instant, trouver des éléments factuels pour les inculper Laurent Gbagbo, c'est la question. Il ne faudrait pas qu'elle reste sur le verdict qui a été donné, le verdict de justice. Aujourd'hui, comme on l'a dit, là, on est dans une situation, un contexte où on cherche à aller à la réconciliation. Laurent Gbagbo, ça ne va rien coûter au peuple ivoirien qui retrouve sa place sur la liste électorale. Il ne faudrait pas qu'on prenne certains personnages historiques, des leaders de notre scène politique, on les prenne comme des gens qui sont des farfelus. Parce que lorsqu'elle assume qu'il peut être un voleur, il peut être un braqueur, demain on pourra dire aussi que le président Ouattara est un braqueur, Oh, il ne faudrait pas qu'on arrive là. Il faut qu'on arrête. On va nous permettre de finir, avant qu'Isabelle n'intervienne. Il faut qu'on arrête avec les narratifs de condamner les autres pendant que ça nous arrange. Quand ça nous arrange. Eric, s'il te plaît, 30 secondes avant qu'Isabelle parle. S'il te plaît, Isabelle. Bon, moi, généralement, je ne commande pas les décisions de justice. Mais j'ai une piste de solution, par exemple, que le PPACI et les groupements politiques qui réclament la libération des prisonniers politiques peuvent exploiter. C'est celle de l'amnistie. Ils ont des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Ils peuvent, je pense que dans les tests même, c'est l'Assemblée nationale qui est censée voter une loi d'amnistie. Non, mais ils peuvent proposer. Mais voilà. On peut soumettre. Après, il y aura un vote. Le vote peut passer. Demande à ta voisine aussi d'opter. Ça va permettre d'évacuer ce contentieux autour de la crise post-électorale. En fait, soyons factuels. Il y a des décisions de justice et moi, je me base sur les décisions de justice. Nous ne sommes pas dans un tribunal ici pour que je te sorte les preuves de si, oui ou non, il y a eu viol, il y a eu ceci, il y a eu cela. Est-ce que tu tiens compte du contexte? Tu me laisses terminer, terminer, s'il te plaît. Pour en venir maintenant aux propos toujours du président Laurent Gbagbo, quand il parle, par exemple, d'aller aux élections avec fraude ou pas, mais moi, je me rappelle ici, ils ont traité de tous les noms d'oiseaux le président Afin Guessan. Parce que justement, lui, il encourageait le FPI à aller aux élections. Et c'est ce même pourquoi ils l'ont combattu. Donc je trouve en fait totalement inadmissible qu'aujourd'hui, on puisse revenir en fait sur ces propos-là pour dire non, allons aux élections. Et même les propos sont tellement graves. Comment est-ce qu'on peut affirmer que dans ce pays, toutes les élections, il y a fraude dedans? Et pour terminer, moi franchement, j'attendais en tout cas Laurent Gbagbo sur des questions en fait factuelles qui concernent donc l'ensemble des Ivoiriens comme la CMU. J'ai pas eu en fait gain de cause là-dessus. Alors que tu me laisses terminer, tu me laisses terminer. Non, mais si on ne me laisse pas parler, ça ne sert à rien. Non, mais à un moment donné, il y a des gens qui vont... Est-ce qu'on peut permettre à Isabelle d'avoir un Sinon, je me retire du plateau. Je sors du plateau. Non, mais parce qu'on ne me laisse pas terminer en fait mon propos. Je donne 30 secondes, vas-y. Donc j'attendais en tout cas qu'il se prononce sur des questions comme sur la CMU, qui est le droit à la santé, qui est un projet en fait qui est en cours depuis plusieurs années, qu'il puisse en fait en tant qu'opposant apporter soit ses contributions... Isabelle, ce qu'on vient de dire, c'est vrai que tu n'as certainement pas fait tes études ici. Non, Isabelle, tu n'as certainement pas fait tes études ici. Mais on veut te dire que la grande sœur de CMU, là, c'est Ami. Je sais que Laurent Gbagbo, c'est ton fétiche, mais la grande sœur de Ami, là, c'est CMU, là, c'est Ami. Non, mais désolé, toi, tu n'es pas parlé. Ok, on peut, oui, rapidement. 30 secondes. On est contemporain de l'histoire. Moi, je veux juste rajouter... Après lui, s'il te plaît. Rapidement, ce que je veux dire à Isabelle, certainement qu'elle n'a pas fait ses études ici, je n'en sais rien. Mais la grande sœur de CMU, là, c'est AMU. Et l'AMU, là, c'est un projet de l'ancien régime. C'est vrai que dans cette mouture actuelle, on a déjà spéculé, évoqué la question de
de la CMU aujourd'hui. On ne peut pas aller à cette carte dans un centre de santé et puis se faire soigner. Restons pas Ça, dessus, au moins, non, on est factuel. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne veux pas Elle dit qu'elle attendait à ce qu'il Voilà, je dis intervienne simplement dessus. qu'il il est dans son rôle. Non, mais en fait, il Isabelle, faut compter mon Isabelle, faut te avis calmer. et c'est... Il est dans son rôle. Elle n'a Chacun jamais son rôle. renié Attends, le fait que- il est dans Marie, son je donne rôle. la parole Il est à dans son rôle en tant Désiré. qu'opposant de fustiger l'action du gouvernement. Il ne va pas venir s'asseoir et applaudir le gouvernement. Sinon, en fait, ce n'est pas un opposant. Sinon, il va dealer en fait, avec le parti au pouvoir. C'est l'opposition. Et la CMU, là, l'ancêtre, là, c'est l'assurance maladie universelle. On a appelé ça AMU. Donc, si la CMU ne fonctionne pas, il faut aller poser la question au gouvernement. Ce n'est pas à Laurent Gbagbo de venir en fait, demander au Quelqu'un veut gouvernement comprendre bien d'améliorer la mouture actuelle de cette CMU. À aucun moment, Isabelle n'a dit que le président Gbagbo n'a rien fait concernant la CMU. Mais est-ce que Quand toi, il t'as... était président. J'ai juste qu'on a dit, Elle là, a t'as pas entendu. contextualisé. Il faut ramener tout en au fait, ils sont contexte. dans- ils sont Il y a dans son leur point de rôle. vue Merci qu'elle à vous tous. attendait. Rôle de Par Herman rapport- est dans Elle son rôle ne de Merci à vous demande pas tous. qu'il se prononce Ça a été favorablement. une intervention, Elle dit qu'elle attendait son point de mais vue. il a Elle répondu, dit- hein. Il a répondu répondu. à la Il parole, fait pas s'il vous son plaît. rôle. C'est que le gouvernement ne C'est bon, merci à vous pas tous. la CMU Merci. depuis des Herman, années. En fait, c'est on ton n'en parle, ça ne Désiré, fonctionne pas. Ça, Une carte qui ne Herman, marche Elle même aussi, pas. regarde, elle a son fétiche. Après le journal, je reviens Ça avec, n'engage je que reviens avec toi. le carton rouge après le journal pour pouvoir demander à certains de quitter le plateau, comme ils le veulent, bien sûr, ou comme ils ne le voudront pas. Il faut respecter l'ordre ici. On va mettre la pause. C'est la Côte d'Ivoire qui veut la paix. S'il y a la paix sur ce plateau, on va contaminer les autres avec la paix. Mais bon, si vous ne vous entendez pas, ça va être quand même compliqué. On y va tout de suite pour la pause. On se retrouve dans un instant. Restez avec nous. Le temps d'une petite pause, chacun a dû mettre un peu d'eau dans son Yamankuji. On est revenu pour continuer cette émission. On vous rassure qu'ils vont être calmes et débattre comme des gens beaucoup sages. Je voudrais saluer quand même leur présence. Barry Abdourahman, Isabelle Vovo et Manaboa. Et puis Désiré Dénéo sont avec moi-même, Eric Landry, sur ce plateau du Talk. Et vous passez d'excellentes vacances en notre compagnie. On y va tout de suite avec le fait du jour. Et le fait du jour concerne une action de la police nationale. La police nationale sonne la fin de la récréation sur le pont Alassane Ouattara. Vous savez, le 5e pont, tout beau, qui relie Cocody au plateau. Les Ivoiriens sont tellement contents qu'il y a des choses qui se passent sur ce pont. Des commis qui vont, des nouveaux mariés y vont pour faire des photos. Et puis, il n'y a pas longtemps là, la police a procédé à l'interpellation de plusieurs mineurs en parade à vélo sur ce 5e pont-là. Quels sont vos avis, Herman Aboua? Moi, je pense que on a présenté le 4e pont, c'est le 5e pont. Le 5e. Le 5e pont comme un site touristique. Cet engouement-là, il faut le saluer. Mais en même temps, c'est vrai qu'il ne faudrait pas être trop policier envers ceux-là qui ont envie de s'exprimer autour de cette infrastructure-là. Il faut peut-être trouver une solution dans la semaine, organiser des moments où ces touristes, on peut les appeler ainsi, parce qu'ils y viennent, ils ont envie de vivre comme l'euphorie qui prend certains. Lorsqu'ils vont, par exemple, à la Tour Eiffel, qu'ils vont à la Statue de la Liberté. Donc, il faut leur permettre, à un moment donné de la semaine, de pouvoir vivre cela. Je pense qu'un dimanche, par exemple, où il n'y a pas trop de grande circulation, permettre, organiser de sorte que ceux-là viennent faire leur pèlerinage autour de cette infrastructure. Désiré? Oui, Tu en partages fait, le point de vue? oui, je partage le point de vue d'Herman. Et je pense que quand on regarde dans l'histoire, le Golden Gate, quand il a été inauguré en 1937, il y a eu 200 000 personnes qui sont allées le visiter. On peut aussi regarder le Brooklyn Bridge. Des gens vont visiter, il y a des pistes en fait, cyclables, il y a des espaces aménagés pour les piétons. Je pense que ce pont-là, c'est l'un des seuls ponts à haubans dans la sous-région. Donc c'est un joyau architectural, c'est l'objet d'une fierté. C'est pour cela que ça suscite autant d'engouement. Attention, sur les réseaux sociaux, la Guinée a montré son pont. Non, il y a quelqu'un qui a dit que ça ressemblait au pont de Tia-Salé. Donc voilà, pour faire plus sérieux, je pense que c'est l'objet d'une fierté nationale. Et étant donné que ça s'inscrit dans le projet de la baie, il faut pouvoir aménager un espace pour les piétons, pour les cyclistes aussi, et permettre aux gens d'aller faire des photos. Et puis voilà. D'accord. Donc, il n'y a pas besoin de peut-être, il n'y a pas encore de décret, mais je pense qu'il faut juste il y a bien une raison pour laquelle, la sécurité des personnes. Il y a bien une raison pour laquelle la police est intervenue pour arrêter ces jeunes gens donc, qui faisaient la parade à vélo sur ce pont-là. Isabelle,
Oui, on en fait quelque chose. c'est pour des raisons sécuritaires, voilà, parce qu'il faut rappeler quand même l'essence d'un pont, c'est vraiment fait pour la circulation, en tout cas des véhicules. Donc voilà, donc c'est vraiment pour assurer la sécurité. Après, il faut savoir aussi que le pont a été inauguré, ça fait déjà un peu plus d'une semaine, donc ils ont vraiment laissé le temps aux gens de venir découvrir, voir eux-mêmes de leurs propres yeux ce joyau architectural. Après, je pense aussi que c'est peut-être l'engouement de la nouveauté, des débuts. Donc peut-être que ça va s'estomper à la longue. Et puis j'ai juste envie de dire que les Ivoiriens sont merveilleux, voilà, parce que ça a contribué en fait à donner de la visibilité à notre pays, à nous rendre davantage fiers. Toutes les photos qui ont été diffusées, qui ont circulé un peu partout, et on a vu aussi les autres pays de la sous-région réagir, voilà, positivement ou négativement selon l'œil avec lequel on lit les commentaires. Voilà, réagir en tout cas et montrer aussi que leur pays est tout aussi développé que le nôtre. Donc moi, je pense que c'est une fierté. Il faut peut-être réguler. Moi, je propose peut-être qu'il faille que ce pont-là soit fermé un dimanche par mois pour laisser en tout cas fermé la possibilité... Oui, fermé aux véhicules, voilà. Pour laisser la possibilité donc aux populations de venir faire des photos pour des mariages, etc. Ça peut être... c'est une piste en tout cas de Parce qu'il est solution. tout beau. mais en même temps, on va permettre à Barry d'intervenir. Il est tout beau, surtout quand les haubans sont allumés, c'est dans la nuit. C'est tout joli. Voilà, en fait, ce que je voulais dire, c'est que le pont, c'est le symbole de l'humour de l'Ivoirien, en fait. Voilà, la Côte d'Ivoire, c'est un pays où vraiment les gens sont joyeux, c'est l'humour. Quand tu vois les photos, en fait, c'est ce que ça reflète. Mais je me dis aussi, la police, elle est dans son rôle. C'est une force de sécurité intérieure, ce qui veut dire qu'elle a à charge la gestion de la sécurité publique. Donc, dans son rôle, il y a tout ça. Elle peut voir une situation qui peut entraîner un dégât, donc elle anticipe. Je pense que c'est ce qui est fait. Parce que pour les vélos qui ont été pris là, je pense qu'ils n'ont pas forcément arrêté les gens, mais ils ont quand même eu à faire de la sensibilisation. Donc à ce niveau-là, ils peuvent... Je vais te lire la note après. Ok. Ils peuvent faire de la sensibilisation pour que les gens puissent aussi comprendre que, en fait, c'est bien d'aller faire de l'humour, mais aussi pour leur propre sécurité, parce qu'il y a des véhicules qui circulent. On ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, ce pont a déjà connu ces embouteillages. Voilà, ce que je veux dire, c'est que la police, elle est dans son rôle. Mais n'empêche que, comme Désiré l'a dit, les monuments architecturaux, ceux qui sont vraiment beaux, suscitent toujours de l'engouement. Ça, c'est depuis la nuit. Et le nôtre, il est tout beau, c'est normal. En fait. 5 secondes. 5 secondes. Après, il n'y a pas à être complexé en tant qu'Ivoirien, aller faire des photos sur le 5e pont. Là. Parce que le pont du 15 août à Brazzaville, les Brazzavillois vont faire des selfies, des photos là-bas. Donc, vraiment, il n'y a pas besoin d'être complexé. On s'amuse bien. Il n'y a pas Quito qui est allé se laver sur le pont. Oh non, ça, c'est de la Ça, c'est l'humour. Les Ivoiriens, c'est comme ça qu'ils sont. Tu as fait de l'humour sur le pont de la Guinée. Je vais t'inviter en Guinée, tu vas visiter le pont. Mais pourquoi ce pont-là, non, mais il y a une seule voie. Le pont des dieux, c'est un pont naturel. Hein, c'est pas. Il y a un pont qu'on appelle le pont des dieux. On va aller te faire visiter le pont de Liam de Mans alors. J'aime bien ce quartier qui est pareil, semblable à la rue Princesse, qu'on appelle Taouia en Guinée. Voilà, j'aime bien. Je connais un peu la Guinée. Donc, salutations à tous nos frères. Mais en même temps, il ne faudrait pas que certains exagèrent. Parce qu'il y a des gens qui prévoient faire des pique-niques là-bas, tout ça. Il ne faudrait pas exagérer. Non, il ne faut pas exagérer. C'est pour ça qu'il fallait que la police intervienne. La police est intervenue. Il y a plusieurs images qui passent à l'écran derrière nous. Vous voyez, donc Paquito et son ami. Il y a les dégameurs. Et on a eu des mariés. Il y en a qui ont fait des pique-niques. Il faut faire se succéder les images pour que tout le monde voit ce qu'on a eu, ce que les Ivoiriens nous ont servi. Ces heureux mariés, regardez. C'est tout beau. Voilà, les dégameurs avec leur plat. Une demande en mariage sur le pont. Oui, c'est le plat national qui sont venus manger sur le garba. C'est le garba. C'est le garba qu'ils ont mangé. Pique-nique après avec le thé, tout ça. Mais c'est assez sérieux quand même. C'est cette affaire. C'est même sérieux. Tu vois tout le monde là derrière. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Ah bien, tout beau quand même. Regardez les immeubles derrière et tout ça. On aime notre pays. On aime notre pays. On est content à la place de la mariée. La petite voix à l'oreille m'arrête. Si tu ne m'arrêtes pas, je vais continuer à apprécier notre pays. C'est normal, on est Ivoiriens. On va poursuivre cette émission avec une autre info du jour. On y va tout de suite. Et c'est un nouvel épisode donc, concernant le feuilleton Niger, je le dis chaque fois parce que plusieurs épisodes s'enchaînent, se succèdent et on en parle sur ce plateau du Talk. L'Union africaine a suspendu le Niger de ses institutions après le coup d'État. Quelle est la portée de cette autre sanction, Isabelle ?
Moi, j'ai juste envie de dire qu'on est en pleine propagande, qu'on est en pleine guerre de la communication et on attend à chaque fois qu'une institution réagisse sur, comment dirais-je, sur ce qui se passe actuellement au Niger. Bon, l'Union africaine aujourd'hui vient de confirmer donc qu'elle est en liaison avec, en tout cas en lien, soutient en tout cas la CEDEAO parce qu'elle a déjà donc suspendu le Niger en tout cas de ces instances. Après, donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, on est en pleine guerre de communication et le but, en fait, de cette guerre de communication, c'est de faire passer plus ou moins la victime pour le bourreau et la victime, en mon sens, pour moi, c'est la CEDEAO et ceux-mêmes qui sont les bourreaux en victime. Donc, pour moi, ici, les bourreaux, c'est la junte, en fait, la junte du Niger. Donc, en fait, on est en train de s'enliser dans un truc où on aura communiqué sur communiqué, communiqué sur communiqué pour vraiment, comment dirais-je, amplifier même les éléments de langage au niveau de l'opinion publique. Je voulais juste préciser à Isabelle que dans le cas d'espèce, elle a cité la CEDEAO comme victime. Non, la CEDEAO n'est en rien victime. Les vraies victimes, c'est le peuple nigérien. Herman, écoute, j'ai donné mon point et tu fais ton commentaire comme tu veux, mais en fait, respecte au moins mon avis. Mais je respecte c'est pas à chaque fois que je vais dire quelque chose que tu vas essayer de je ne veux pas te laisser dire. Si j'estime que c'est la laisser CEDEAO qui est victime dans ce cas d'espèce, c'est parce qu'elle fait preuve, c'est parce que dans ce cas d'espèce, parce que je parle de communication et de guerre de communication, elle est en train de se faire lyncher en fait par les autres qui sont en train de soutenir la junte dans une certaine forme de guerre de communication. C'est en ça que je dis qu'elle est la victime. Mais c'est pourquoi je te précise. Mais non, si tu veux dire que les Nigériens aussi sont victimes parce que... Les victimes sont les Nigériens. On va lui permettre de réagir. Ils sont victimes de la junte. Donc ce sont eux les bourreaux. Ils sont victimes, les Nigériens sont victimes de tous les acteurs, aussi bien de la CEDEAO que certainement de la junte au pouvoir. Ce que je veux dire, aujourd'hui, on a évoqué la question de la délicatesse d'une intervention militaire. Moi, j'ai vu, on a suivi tous ici la déclaration, le communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. L'Union africaine n'a pas dit qu'elle veut une intervention militaire tout de suite. L'Union africaine a dit qu'on prend acte de ce que la CEDEAO prévoit faire et on va étudier les modalités, notamment au niveau économique et sécuritaire, de la faisabilité de cela. Mais pourquoi est-ce que vous pensez que déjà... Est-ce que demain, on peut parler d'intervention militaire? Cette déclaration-là, l'Union africaine est toujours dans son rôle. Mi-figue, mi-raisin. Elle ne dit pas qu'elle soutient une intervention militaire. Elle ne dit pas qu'elle ne soutient pas une intervention militaire. Moi, je n'a pas dit qu'elle soutenait. Je peux. Barry avait levé la main. Voilà, en fait, moi, quand j'entends Herman, je ris. Parce que je me souviens que c'est lui et une certaine presse qui ont dit que le Conseil de paix et de sécurité a désavoué la CEDEAO. Je n'ai jamais dit ça ici, Barry. Je n'ai jamais dit ça ici, Barry. Je termine. Et déjà, le communiqué de la CEDEAO prouve que tous les médias qui ont diffusé des communiqués disant que l'Union africaine a désavoué la CEDEAO, ça c'est déjà faux. Deuxièmement, l'Union africaine dit qu'elle prend acte, c'est diplomatique. Je note. Elle ne s'est pas désolidarisée. Deuxièmement, quand l'Union africaine dit qu'on va étudier, toute opération militaire ne se fait pas comme si on va au marché. Voilà. On évalue les situations. Il y a le renseignement à récolter. Il y a la stratégie tactique de l'opération. Il y a le coût de l'opération elle-même. Il y a les sites stratégiques à identifier où on doit intervenir. Quel type d'unité de l'armée? Est-ce que c'est l'infanterie? Est-ce que c'est les blindés? Est-ce que c'est la c'est de ça qu'il s'agit, s'il vous plaît. Donc la CEDEAO et l'Union africaine sont sur la même longueur d'onde. Et pire, l'Union africaine renchérit en disant qu'il faut identifier toutes les personnes civiles au Niger qui sont en train d'appuyer la junte pour leur coller des sanctions. Ça veut dire que la CEDEAO et l'Union africaine sont sur la même longueur d'onde. On va permettre à Désiré d'être rapidement. Je pense aussi d'identifier les personnes qui soutiennent la junte. À un moment donné, il faut que nos institutions africaines soient un peu plus sérieuses. Je pense que ça va éviter enfin d'en faire des pantins qui sortent avec des communiqués ça et là. Pour revenir, comment dirais-je, au communiqué... Tu parles à des responsables. Mais oui, mais ça fait pantin. C'est mon point de vue. On a entendu ici certaines choses sur le plateau. Donc, plus grave que ça d'ailleurs. Donc je reviens.
mon point de vue. On pourrait avancer. Voilà. Du coup, on a un communiqué où on n'a pas d'opposition, c'est un communiqué de compromis. Ce communiqué-là privilégie encore une fois l'option du dialogue et l'option diplomatique. On demande une nomination d'un représentant de l'Union africaine dans le cadre de ce dialogue. Et mieux, quand l'Union africaine, dans son communiqué, pose des sanctions sur le Niger, il y a une question qui se pose. Ça signifie que l'Union africaine reconnaît le régime en place. Sinon, pourquoi suspendre le Niger de la CEDEAO si on ne reconnaît pas le régime des putschistes qui est en place? Donc, c'est une question à se poser. Donc, il faut à un moment donné que nos institutions soient un peu plus sérieuses. On n'aurait pas eu un ultimatum qui n'aurait pas été respecté de la CEDEAO et de l'Union africaine. On ne serait pas aujourd'hui en train de parler d'un communiqué qui parle d'options diplomatiques quand on a parlé en amont d'options militaires. Pour aider Désiré, il fait comprendre à Baris qui ne comprend pas ou bien qui refuse de croire. Le coup d'État a eu lieu le 26 juillet. Aujourd'hui, nous sommes au 22 août. On est à 1 mois. Et depuis là, on est loin de l'ultimatum de la CEDEAO. Ça, maintenant, ça fait 2 semaines maintenant. Et on est toujours en train de rester dans le même narratif des coups d'État qu'on utilise lorsqu'il y a ces genres de crise. Aujourd'hui, ce qu'on vous dit, quelles que soient les dispositions qui sont prises, aller aujourd'hui là, rétablir l'ordre constitutionnel au Niger, c'est presque impossible. C'est ce que l'ancien président de la Côte d'Ivoire a imagé en disant que ceux qui pensent qu'ils vont aller rétablir le président Bazoum, c'est des leurres, c'est un gros mensonge. Et on est là, on est témoin de cela. D'accord, merci de terminer. Barry, dernière intervention. Quand elle dit que l'Union africaine reconnaît la junte, mais il ne faut pas nous insulter. Il ne faut pas nous insulter. On ne peut pas sanctionner un pays parce qu'il y a un coup d'État. Tu vas me dire que la sanction, c'est une reconnaissance. Donc si on ne sanctionne, mais c'est qu'on sanctionne, on sanctionne quel gouvernement alors? Merci à vous tous. Je termine. On sanctionne quel gouvernement alors? Désiré, attention, c'est lui qui a la parole. Aujourd'hui, je voudrais venir là-dessus. De quoi il s'agit? On l'a dit la dernière fois. Dans ce genre de situation, il y a 3 choses. Il y a la négociation, la dissuasion et l'utilisation de la force. Et la CEDEAO et l'Union africaine ont mis toutes ces solutions-là sur la table. Aujourd'hui, les gens attendaient à la position de l'Union africaine. La position de l'Union africaine, elle est sans ambiguïté, sauf pour ceux qui veulent soutenir les putschistes. C'est chez eux qu'elle est ambiguë. Elle n'est aucunement ambiguë. Elle est claire, nette et limpide. Merci à vous tous pour vos interventions. Donc, encore sur cet épisode concernant le Niger. Et nous allons toujours renchérir pour souhaiter que toute cette situation trouve une issue meilleure. Donc, pour tout le peuple du Niger que nous saluons, à qui nous faisons un coucou, mais chaque fois, il faut que la paix règne dans tous nos pays en Afrique. Poursuivons cette émission avec le mood d'Herman. Le mood d'Herman a un sujet particulier aujourd'hui. Oui, j'évoque le calvaire des enseignants dans le privé en Côte d'Ivoire qui souffrent avant d'obtenir leur paye. On ne peut aisément dénombrer les établissements qui sont dans le privé en Côte d'Ivoire. À tous les cycles, primaires, secondaires, post-bac, il existe un pléthore d'établissements à travers le pays. Dans les grandes villes comme à Abidjan, on les trouve dans presque tous les quartiers. Rien que par leur grand nombre, on peut estimer l'effectif pléthorique des enseignants qui y dispensent des cours aux élèves et étudiants. Mais quand il s'agit de rémunération pour services effectués, l'on compte du bout des doigts ceux des établissements dans le privé qui sont réglo avec leurs vaillants étudiants et enseignants. Comment sont traités les enseignants justement dans le privé? L'apparence bien présentable de leurs édifices impeccables en vue de l'extérieur cache bien le grand manège qui est servi au corps enseignant. Déjà, les tarifs à l'heure proposés laissent à désirer. Le plafond de l'heure de cours dispensés est en moyenne 5 000 francs CFA dans les universités privées, 4 000 francs, voire 3 500 francs pour ceux qui interviennent dans les niveaux BTS, brevet de technicien supérieur. Dans le secondaire, les établissements du privé en vacation touchent entre 2 000 et 3 000 francs CFA à l'heure, à telle enseigne que c'est souvent plus avantageux de donner des cours dans le primaire privé, vu que la plupart des instituteurs y sont recrutés pour un plein temps avec un salaire régulier chaque mois. Mais quelle est la situation exactement? Si encore cette maigre cagnotte tombait régulièrement, les enseignants en seraient soulagés. Pour toucher leur paie, les enseignants du privé vivent le calvaire avec les fondateurs.
alors que pour le moindre défaut de paiement d'une modalité de la scolarité, les élèves et étudiants sont sortis des classes, même en période de compo. Certains établissements accumulent plusieurs mois d'arriérés de salaire impayés à leurs enseignants. Il arrive même que des enseignants attendent 1 an, voire 2 ans pour que leur dû leur soit reversé. À l'heure de la paye tardive, il leur est prélevé, parfois, dans certains établissements indélicats, 5% de taxes que les comptables disent reverser après à l'État. Finalement, est-ce que c'est légal de prélever ces 5%? À la pratique et à la vérité, ces prélèvements sont souvent leur deal, leur propre deal, afin de toucher une commission sur le salaire de ces enseignants essoufflés. Même si c'est prévu que l'enseignant doit payer des impôts à l'État, cela concerne exclusivement les enseignants régulièrement déclarés. Or, la plupart de ces écoles indélicates ne font signer aucun contrat physique aux vacataires qui recrutent. Après le premier jour de recrutement à l'oral, au cours duquel ils promettent un contrat à signer dans les prochains jours, l'enseignant peut ne plus rien voir venir alors qu'il est déjà à la tâche. Mais finalement, que ces enseignants qui se plaignent, que risquent-ils? Gare à cet enseignant qui sera le premier à vouloir manifester pour réclamer son dû à la prochaine rentrée scolaire ou académique. Il ne fera plus partie de l'effectif. En attendant donc, il choisit de murmurer et de contenir sa colère, puisqu'il ne sait pas s'il trouvera une autre position ailleurs à la rentrée prochaine. Je veux dire, l'occasion de demander au tribunal du travail de faire un tour de temps en temps dans ces établissements scolaires pour vérifier, n'est-ce pas? Il existe, le tribunal du travail. Oui, il existe. Après, pour contrôler certaines choses. Il y a l'inspection du travail dans ces écoles privées, l'inspection du travail. Il y a des syndicats qui existent aussi. Et souvent, ils refusent que les syndicats se créent dans leur établissement. Allez-y voir aussi. D'accord, chers enseignants. Bon, on espère qu'une enquête sera menée pour connaître les chiffres exacts, pour identifier certains établissements, ceux qui sont concernés par cela, parce qu'il faudrait qu'ils soient efficaces dans l'enseignement qu'ils donnent à nos enfants. C'est important. Merci à vous tous, Barry, Isabelle, Herman, et puis Désiré, d'avoir chauffé encore une fois de plus ce plateau aujourd'hui. C'est de bonnes guerres, c'est de bon augure. Merci de rester avec nous pendant ces vacances. On se retrouve demain pour un autre numéro du Talk. Shalom.